Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 8h38. Et voici la revue de presse. Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui, vos journaux parlent de la vie, la vraie, avec ses drames, ses espoirs. Libération, immobilier, le marché bloqué. Le Télégramme, Alcatel, l'Ouest durement touché. Et pour l'espoir quand même, le Parisien aujourd'hui en France, Sida, l'espoir d'un remède. Oui, parce que demain, 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Alors Florange, évidemment, l'attente qui continue pour les ouvriers de Florange. Oui, c'est amusant parce que depuis 2 jours, à part les éditoriaux du Monde et du Figaro, on avait plutôt un concert de réactions positives à l'évocation de la nationalisation temporaire de Florange. C'en était presque suspect, à vrai dire, cette unanimité. Alors je vous rassure, voici la contre-attaque. Dans Les Échos, un éditorial incendiaire de Nicolas Barré qui recule devant aucun argument, je vous le cite. Dans un état de droit, on n'exproprie pas parce que l'on se croit soudain autorisé par on ne sait quel arbitraire, par on ne sait quelle raison. La consonance étrangère d'un nom, on ose l'imaginer, à faire preuve à l'égard du bouc émissaire du moment, d'une brutalité singulière. Oui, vous avez bien entendu. Arnaud Montebourg serait un crypto-raciste. C'est parce que Lakshmi Mittal serait étranger. Voilà, c'est pas la première fois que le libéralisme instrumentalise l'antiracisme pour prôner l'ouverture des frontières, la libre circulation de l'argent. Vous savez, Laurence Parisot est spécialiste. Mais alors là, moi je dis chapeau. Dans le Figaro, Gaëtan de Capelle est plus classique dans son argumentation. Nationaliser Florange, un leurre pour les Français que l'on entretient dans le mythe de l'État-providence, comme s'il existait un filet invisible qui défierait les lois de l'économie et de la concurrence. Alors les lois de l'économie, Vous savez, Jacques Attali, qui s'y connaît puisqu'il en est le meilleur exemple, disait qu'un grand économiste, c'est quelqu'un qui saura très bien expliquer demain pourquoi ce qu'il a prévu hier ne s'est pas produit aujourd'hui. Oui, c'est bien vu. Alors tiens, à propos d'économie, mais alors ça c'est plutôt de l'économie réelle, l'économie concrète comme on dit, les cadeaux made in France, grand sujet dans le Parisien notamment. Et voilà, et puis dans La Croix, parce que c'est nos chantres du libéralisme trouvent que le patriotisme économique c'est ringard. Alors hommage donc notamment à La Croix ce matin qui prépare intelligemment Noël en une des cadeaux Qualité France. Donc plein d'idées pour se souvenir, parce que ça va être quand même la grande fête de la consommation, que consommer justement, c'est aussi faire des choix politiques. Donc dans les arts de la table, dans la high-tech, on peut acheter français, préserver des emplois. Et même pour les jouets, on peut éviter d'offrir à son enfant des gadgets en plastique produits dans des conditions assez douteuses par des travailleurs qui sont à peine plus âgés qu'eux. Et certains réveilleront en plus leur fibre nostalgique, avec les chalets en bois, le cochon qui rit, vous vous souvenez, on a tous joué à ça. Alors un grand pied de nez à tous les tenants de la concurrence libre et totalement faussée. J'ai du mal à éduquer mes enfants parce que dans la liste de Noël qu'ils m'ont fournie, il n'y a pas tellement de jouets. Ça, c'est la grosse erreur. Il ne faut jamais suivre la liste de Noël plutôt fournie par les enfants. Made in Corée, Made in Thaïlande. Bon, je vais revoir ça. On reparle du feuilleton à l'UMP ? Oui, mais alors pas de panique. Justement, moi, je vais pas revenir sur la chronique heure par heure. Je trouve ça assez ridicule. Il y a un journal qui nous offre enfin du contenu. C'est Le Monde. Double page de texte signé Philippe Reynaud, un des plus fins analystes de l'histoire politique, Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, et plusieurs autres. Alors qu'on partage ou non leur point de vue, c'est un bonheur d'intelligence, de profondeur. On a Philippe Thureau d'Angin, ancien directeur du Courrier international, qui nous parle de l'impossible séparation des pouvoirs dans l'ère post-démocratique. Puis il nous explique que les scrutins sont devenus des prétextes et qu'en Europe même, les dirigeants les vident de leur sens. Alors vous avez d'autres textes qui décryptent la notion de droitisation. Nicolas Lebourg, historien, qui y voit une récupération de la notion d'insécurité culturelle. Vous savez, c'est la détresse face à l'atomisation des structures, le délitement de la société républicaine. Et je vous cite Nicolas Lebourg, l'hypothèse de l'insécurité culturelle n'est pas un thème identitaire destiné à masquer la question sociale, mais elle relève d'une question socio-économique qui a une implication culturelle. C'est pourquoi la droite populaire et la droite forte ne peuvent concurrencer le FN. Elles avalisent sa perception insécurisée, mais n'y apportent pas comme lui une réponse globale avec la promotion frontiste d'une souveraineté nationale, identitaire, populaire et sociale. Alors, quand on lit ça, on se prête à rêver que ce matin, Jean-François Copé, François Fillon, Nadine Morano, Éric Ciotti liront Le Monde. Et pourquoi pas avec eux Jean-Marc Ayrault et François Hollande, parce qu'histoire de comprendre ce que c'est que la pensée politique qui, normalement, devrait guider la parole et l'action.
Un mot de sport. Tiens, c'est pas fréquent pour vous, Non, ma chère mais c'est Natacha, intéressant. je m'en réjouis. Surtout de football, je sais que ça Oui, vous réjouit. La oui. Provence nous raconte un psychodrame. Figurez-vous que Je Vincent pensais que vous allez nous Labrune... parler vraiment de football, de terrain, de but, d'action magique. Je vais et vous tout parler ça. de buts ou plutôt de réactions curieuses à des buts. Vincent Labrune, le président de l'OM, aurait été filmé donc en train de sourire pendant que son équipe perdait. Quelle histoire. Canal+ a diffusé les images et la chaîne se défend de toute malveillance mais reconnaît que l'image était hors contexte. Toujours est-il qu'elle a provoqué l'indignation des supporters. Les supporters sont notamment furieux parce que Vincent Labrune souriait. pendant que l'OM perdait 4-1. D'accord. Bon. Voilà, et surtout, il y a un supporter qui a eu une réaction un peu curieuse, c'est un certain Stéphane Tapie, vous voyez, fils de son père, Oui. consultant sur France Bleu Provence, et donc, comme il l'explique lui-même, il a eu une réaction de supporter, donc il a donné à l'antenne le numéro de portable de Vincent Labrune. Non. Ou si, il a fait ça. Donc évidemment, le malheureux s'est retrouvé inondé de messages d'insultes, c'est quand même la grande classe. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, justement, dans le Figaro, on apprend sur une pleine page qu'un certain Bernard Tapie envisagerait de racheter le journal La Provence pour, qui sait, s'en servir de tremplin pour la mairie de Marseille. Oui, il y a une grande page dans le Figaro, effectivement. Pleine Une page sur Tapie. Et Libération ajoute d'ailleurs, gentiment, que Jean-Noël Guérini attendrait avec impatience Nanar à la tête du journal pour mettre fin aux articles sur ces petites affaires. Alors on savait que la délinquance et les règlements de compte pourrissaient la vie des Marseillais, mais alors on se demande vraiment si en plus ils ont mérité d'avoir toute la famille Tapie. Ouais, je crois que les Marseillais, ils ont un bon souvenir de Bernard Tapie. Oui, il y en a qui Sur, ont déchanté. Ça reste partagé, vous avez raison, mais évidemment, Tapie, ça rappelle, pour les supporters de l'OM en tout cas, les grandes 93. heures du club et la victoire en Ligue des Champions. Merci beaucoup, Natacha Polony.